Madonna, e si cercava dello... Moi, je vous remercie déjà grandement au nom de toutes les associations, voilà, pour votre investissement. Je remercie les médias de nous suivre. Je remercie toutes les personnes qui œuvrent pour la cause de l'arbre. Il y a une urgence absolue. Je pense que vous l'avez saisi, vous l'avez compris au vu des températures caniculaires qu'on a chaque été. Et donc, c'était l'occasion, j'ai envie de vous dire, cette mobilisation concernant les arbres de la Tour Eiffel, de faire du bruit pour les arbres au niveau national, parce qu'il ne faut pas oublier que ceux-là, on les chérit grandement parce qu'il y a un côté historique, mais sachez que c'est des milliers d'arbres qui tombent chaque jour en France, et ce sont nos arbres, ne l'oublions pas s'il vous plaît, merci. Donc on va commencer donc avec Dominique, on va prendre la genèse quand même des choses, hein, il faut rendre à César ce qui est à César. Donc le premier tweet a été envoyé par Dominique Dupré-Henry. Donc on va lui laisser un petit peu la parole. Elle va nous expliquer en quelques mots pourquoi elle a fait ce tweet. On a fait une visite sur site mercredi dernier où on a repéré tous les arbres qui allaient être abattus à partir du plan du permis de construire. Et le soir, en rentrant, j'ai donc fait ce tweet avec les photos des arbres menacés et en expliquant ce qui allait se passer. Et là, j'ai eu la chance que mon tweet soit relayé par Hugo Clément, qui a interpellé directement Emmanuel Grégoire en lui demandant si effectivement c'était la réalité de ce qui allait se passer. Et là, le tweet s'est complètement emballé, et on est arrivé jusqu'à 4 millions de vues. Voilà, c'est la genèse de l'histoire, le début c'est ça. Christine, c'est à toi le tour de parole pour un petit peu nous dire ce qui se passe sur Paris. C'est important, voilà. En fait, à Paris, tous les jours, on abat des arbres. On abat des arbres et donc nous à FNE Paris on essaye d'empêcher cette situation et protéger les jardins, et on demande une sanctuarisation des jardins et une protection maximale puisque vous savez les conditions dans lesquelles nous nous trouvons actuellement. Alors évidemment ce platane il est très médiatique, il a été très médiatisé, mais c'est l'arbre qui cache la forêt, hein. Vraiment à Paris tous les jours la ville continue parce qu'elle a besoin pour mener ses projets de vendre, elle a besoin de la rente foncière, donc son financement est appuyé sur la destruction finalement du peu de nature qui nous reste. Il faut quand même savoir qu'à Paris on a à peine 3 mètres carrés d'espace vert par habitant, alors que l'Organisation mondiale pour la santé demande 15 mètres carrés. Vous voyez la situation dans laquelle on est. Donc nous comptons évidemment sur ce combat et la médiatisation de ce combat pour expliquer que la ville fait des gros et magnifiques projets de communication où on va transformer Paris en un immense jardin, un parc urbain, on va faire un jardin jusqu'au Trocadéro, mais en réalité elle bétonne dans le jardin, elle abat des arbres dans le jardin et ailleurs, et donc ça n'est pas possible, ça n'est plus possible. Merci Christine. On va donner la parole à Philippe Cayat, s'il est là, SOS Paris. Alors effectivement, il y a d'autres personnes qui vont vous parler mieux que moi des arbres. Moi je vais vous parler, effectivement, c'est l'arbre qui cache la forêt. Et la forêt, c'est un projet immobilier au cœur d'un jardin. Parce que il faut bien comprendre que la mairie ici, elle veut construire 5 bâtiments en béton dans les jardins, à la place des parcelles de pleine terre. Il y a 2 bâtiments qu'elle appelle depuis le départ des bagageries, mais qui en réalité sont des bâtiments commerciaux, des magasins avec des restaurants et des boutiques. La partie bagagerie ne fait que 26% de ces bâtiments. Le reste, c'est à savoir 443 mètres carrés, ce sont des commerces. Il y a aussi 2 bâtiments de bureaux pour la direction de la Tour Eiffel,
pour accueillir des VIP. Nous, ce qu'on dit, c'est que ces bureaux peuvent très bien être à proximité. Ils n'ont pas besoin d'être exactement collés au pied. Ils peuvent se trouver à 100 mètres, à 200 mètres de là, dans du bâti environnant. Et puis, il y a un cinquième bâtiment qui est par-dessus les toilettes existantes, qui est là aussi probablement un bâtiment commercial où il y a aussi des WC à l'intérieur. Il y a d'autre part énormément de kiosques commerciaux qui vont être construits en plus de ces 5 bâtiments. Ça, on n'en parle pas assez. Ce ne sont pas des tout petits kiosques de rien du tout. Ce sont des gros kiosques qui vont jusqu'à 35 mètres carrés. Ce sont là encore des kiosques commerciaux pour vendre des souvenirs, des sandwichs, des snacks. Derrière nous, on ne le voit pas parce qu'il y a le mur d'enceinte qui a été construit en 2018, mais il y a une très jolie grotte de l'époque Belle Époque qui est condamnée depuis plusieurs décennies parce qu'on pense qu'on peut l'abîmer. Par contre, dans le projet, il la rouvre pour faire quoi? Pour faire un snack, donc pour privatiser un lieu de promenade romantique. On fait du commerce. La mairie a dit qu'elle renonçait à abattre les arbres, mais elle n'a pas dit clairement qu'elle renonçait à ces projets-là. Donc nous, on demande qu'elle éclaircisse sa position et on demande une remise à plat non seulement du projet, mais du cahier des charges des projets. Parce que le projet, c'est vraiment une optimisation commerciale du site. C'est-à-dire ce qui est un lieu de promenade, de déambulation, de rêverie, de poésie, elle en fait du business. Donc voilà, c'est ça que nous demandons. Ce que je veux dire aussi, c'est que cette commercialisation, elle date pas d'hier, elle a été progressive. Il y a une dizaine d'années, il y avait déjà un projet de créer un centre commercial entre les pieds de la Tour Eiffel, en sous-sol. À l'époque, ils ne se cachaient pas du fait que ça devait être un centre commercial. Il devait y avoir 15 boutiques. L'époque a peut-être changé. Maintenant, ils essayent de ruser pour dire « Ah, c'est une bagagerie ». C'est du commerce. Et il y a aussi ce mur qui est aussi une façon de privatiser les lieux et de chasser les promeneurs qui ne payent pas leur billet d'entrée. Parce que plus des 2/3 des visiteurs qui viennent voir la Tour Eiffel du monde entier ne payent pas pour monter, ils viennent simplement la voir de près. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut entrer gratuitement, qu'il faut faire la queue comme à l'aéroport, et ils ne vont pas entrer à l'intérieur. Les visiteurs payants, quand il y aura ces bâtiments commerciaux ici, ils vont être relégués sur les côtés, ils vont raser les murs littéralement pour passer du Champ de Mars au Trocadéro. Simplement, les visiteurs payants intéressent la mairie. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Qu'on vole l'expérience de la Tour Eiffel, qu'on chasse les non-payants, que les jardins doivent rester des jardins. Nous préparons des recours en justice et on a besoin d'argent pour faire ça. Il y a eu plus de 126 000 personnes qui ont signé la pétition, c'est gigantesque pour nous. Si chacune de ces personnes n'avait donné qu'1 euro, on serait les rois du monde, on pourrait faire plein d'autres projets parce qu'il y a beaucoup d'autres choses qu'on défend que la Tour Eiffel. Évidemment, la Tour Eiffel, c'est très médiatique, mais à Paris, il y a des projets de destruction d'arbres et de bétonisation partout. Donc c'est Francis Allais, je l'ai contacté dimanche, mais il ne pouvait pas être là, il est désolé. Donc je lui ai proposé de faire un petit texte, il a dit avec grand plaisir. Donc je vous le lis, texte de Francis Allais, un des plus grands botanistes mondialement connus. Alors, je m'oppose à l'abattage des grands arbres qui embellissent depuis si longtemps la base de la Tour Eiffel. Les êtres vivants qui nous rendent de multiples services avec générosité et discrétion doivent être protégés. Les détruire pour construire des boutiques procède d'un état d'esprit qui remonte au siècle dernier, avant les mises en garde du GIEC. 2 points techniques. Les racines d'un arbre sont fondamentales. Les blesser ou les couper suffit à le tuer. Seuls les grands arbres sont efficaces dans l'épuration de l'air. Il est fallacieux de prétendre les remplacer par de jeunes arbres dont l'efficacité ne se fera sentir que dans 50 ans. Voilà, et le reste c'est pour le GNSA, mais bon, c'est voilà. Voilà, ça c'est Francis, je le remercie. J'ai eu l'occasion de faire des conférences avec lui, c'est une belle personne et je tenais à le dire publiquement. J'espère que voilà, ce sera relayé dans les médias et ça lui fera plaisir. Donc là, c'est à moi de prendre un petit peu la parole. Moi, je vais vous parler un petit peu plus technique et vous faire comprendre pourquoi ces arbres-là, ils ont tout un intérêt à être conservés. Alors, Georges, qui travaille sur son association avec les arbres remarquables, il est d'accord avec moi là-dessus. Les jeunes arbres qui sont en devenir, comme ce marronnier là-bas rose, que vous voyez au fond, qui normalement devait être abattu, ça peut devenir un arbre remarquable, sauf si on ne le coupe pas. On est bien d'accord, hein, celui-là il n'est pas arrivé, c'est pas comme Obélix et Astérix, on jette un gland, ça pousse comme ça de suite. Donc ça c'est un arbre, j'ai fait donc le calcul, ce qu'on appelle la valeur intégrale de l'arbre. Hein. Donc je vous donne la somme que représente, la valeur financière que représente cet arbre. Moi je m'amuse à faire ça aujourd'hui quand on abîme des arbres. Donc alors, le diamètre du houppier, c'est 36 mètres. D'accord? Vous prenez l'aplomb du houppier là,
voilà, d'ici. Le houppier, c'est toute la masse foliaire en gros. C'est de là jusqu'à de l'autre côté, ça fait 36 mètres. Il faut, pour protéger le système racinaire de cet arbre, on prend la valeur du houppier multipliée par 1,5. Ça nous amène à 48 mètres. Pardon. Donc il nous faut 48 mètres de diamètre autour de cet arbre pour ne pas impacter son système racinaire. Ça fait beaucoup. Un arbre s'alimente avec ce qu'on appelle des radicelles. Ce sont des racines qui sont grosses comme des cheveux. D'accord ? Ce n'est pas les grosses racines qui alimentent un arbre. La valeur intégrale de cet arbre, on rentre donc dans une base de données, la valeur écologique, la valeur patrimoniale, si c'est un arbre remarquable, si c'est un vieux sujet. Toutes ces données sont rentrées, on arrive à 34 160 €. Cet arbre vaut 34 160 €. D'accord ? Alors il y en a qui disent que c'est pas beaucoup, je suis d'accord, mais quoi qu'il en soit, il a quand même une valeur financière, ne l'oubliez pas. Et cette valeur financière, c'est votre argent. Voilà. Autre chose, ce qu'il est important de savoir, c'est que la moitié de son système racinaire est dans la pelouse. Il y a une grande moitié qui est ici sur cette surface qui est très minérale, avec très peu d'absorption d'eau parce qu'il y a un tassement permanent de par le passage des touristes et des Parisiens. Et donc ici en plus j'ai analysé cette terre, elle est très argileuse, donc là c'est pareil. C'est compliqué pour lui d'aller aussi se nourrir parce que cette terre elle est très tassée, il n'y a pas de vers de terre, il y a très peu de vie microbienne, il n'y a pas de turricules, ce sont les petits monticules que font les vers de terre quand ils défèquent, hein, tout simplement. Et donc voilà, donc il est très important surtout de ne pas venir construire au pied. Si on fait ça, c'est la mort assurée de cet arbre. Alors pour info, parce que j'ai un petit peu des oreilles partout, cet arbre devait être abattu. D'accord ? Ce matin, je l'ai appris, devait être abattu. Là maintenant, on dit qu'on va construire peut-être au pied, mais même ça, c'est niet. Parce que si on modifie radicalement son lieu de vie depuis à peu près 200 ans, cet arbre va mourir et il va impacter les autres puisqu'il y a un système racinaire qui a un maillage entre les uns et les autres. Il est interconnecté avec l'autre platane à côté et un petit peu avec les autres. Donc voilà, je vous le dis, c'est un effet de masse après. Voilà, donc moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur la partie technique. Moi, je voudrais m'adresser directement parce qu'on a des relations, nous, avec la ville de Paris. Par exemple, on a une expo en ce moment sur l'hôtel de ville. On n'a pas des mauvaises relations. Et donc, je voudrais leur parler directement et leur dire ceci. Paris, c'est la ville la plus visitée au monde. C'est la plus visitée au monde. Dans le pays le plus visité au monde. Donc, mon message, il est celui-ci. Qu'on serve d'exemple. Pour les arbres, qu'on serve d'exemple. Voilà l'important pour moi. Il faut maintenant choisir ou les commerces, ou les arbres, ou le climat, ou les commerces, ou l'écologie, la biodiversité, ou les commerces. Il y a tous ces choix qui se posent et il faut que la ville de Paris maintenant montre l'exemple. Elle va être aux yeux du monde dans 2 ans. Vous savez, vous connaissez l'histoire des Jeux Olympiques. C'est le moment de montrer qu'on fait autrement que ce qu'on faisait auparavant. Et ça commence par laisser tranquilles les arbres, surtout ceux qui prennent un petit peu d'âge. On le dit, on répète le message partout. Alors on nous répond toujours la même chose, mais on va vous en planter des milliers d'autres. Ça, c'est le message qui arrive systématiquement. On va pas dire, enfin moi je dirais pas non, ne plantez pas d'arbres, hein. Là je vous suivrai pas là-dessus. Par contre, gardons les arbres qui prennent un petit peu d'âge, qui sont matures, qui sont comme celui-là, comme ceux qu'on voit autour de nous, et encore une fois, qu'on laisse tranquille les arbres. C'est un message d'avenir. Des fois, il y a des gens qui nous disent vous êtes rétro en disant ça. C'est vraiment on est porteur d'avenir en disant ça. On porte l'avenir en disant des arbres comme celui-là, comme celui-ci, comme celui-ci, comme celui-là. C'est l'avenir de notre planète, c'est l'avenir de l'humanité, c'est l'avenir des autres espèces vivantes, parce qu'on n'est pas les seuls sur cette planète. Il y a des oiseaux, il y a des insectes nombreux qui dépendent de tout ça. Donc, tous ces êtres vivants dont nous faisons partie ont besoin que l'on conserve ces arbres. Et donc, nous, comme association, on est plusieurs à défendre les arbres remarquables. On a pour message de dire, laissons tranquilles ces arbres
pour longtemps. Ils ont pas mal d'années devant eux. Donc que la ville de Paris, et je finis là-dessus, serve d'exemple. Pour l'instant, malheureusement, on ne sait pas le cas. Et je partage ce que tu as dit. Si on met des bâtiments à côté en disant on préserve les arbres, on a de multiples exemples où on fout en l'air les arbres parce que le réseau racinaire, il sera affecté gravement. Donc, mon message est donc celui-ci à la ville. Laissez tranquille maintenant ces arbres et on est nombreux pour justifier de ceci. Voilà, merci à vous tous. Pierre Alamalati, qui est délégué Paris pour Sites et Monuments. Oui, bonjour, je vais être assez court parce que je pense que tout le monde a bien compris qu'il y avait quelque chose d'absurde dans le fait de couper des très beaux arbres pour construire des bâtiments à l'intérieur d'un des plus beaux jardins de Paris. En particulier, le fait de faire des commerces et surtout des immeubles de bureaux pour la société de la Tour Eiffel. Il y a une sorte d'hubris pour la société de la Tour Eiffel à avoir les plus beaux bureaux de Paris au milieu du Champ de Mars avec vue sur le lac et vue sur la tour. C'est absolument absurde. Bon, toutes les organisations, services de la ville, administration n'exigent pas d'être au cœur de l'endroit où ils travaillent et donc là il n'y a vraiment aucune raison que les bureaux de la 7 soient des bureaux d'hyperluxe mis à la place des arbres du Champ de Mars. Ça c'est vraiment absurde. Alors simplement ce que je voudrais dire pour élargir un peu les perspectives autour de ces arbres, c'est qu'il y a deux perspectives qu'on doit avoir en tête et qui permettent d'apprécier la situation. D'abord il y a celle des Jeux Olympiques et la construction de tous ces bâtiments à l'intérieur des Champs de Mars avant qu'on puisse installer les installations olympiques est quelque chose qui jette un aléa et risque d'apporter du retard sur les installations olympiques. Et donc je pense que la sagesse pour être à temps aux Jeux Olympiques, c'est de remettre toutes ces installations problématiques, ces chantiers qui, comme tous les chantiers, vont avoir du retard et qui ne sont nullement nécessaires aux Jeux Olympiques. Pourquoi le fait que la Société de la Tour Eiffel ait des bureaux au pied de la Tour Eiffel serait-il nécessaire pour les Jeux Olympiques? En rien. Donc il faut vraiment le remettre après et reprendre le dossier en remettant tout à plat. C'est la première chose. La deuxième, c'est qu'un jardin, c'est de la végétation. On aime tous les arbres, c'est beau, ça fait du bien au climat, à la planète et des tas de choses, mais ça s'inscrit dans un ensemble qui est historique et qui est magnifique. C'est un des plus beaux de Paris. Ça fait partie du grand site UNESCO Rives de Paris. Vous avez derrière vous des jardins qui datent de l'exposition de 1878, qui sont plus vieux que la Tour Eiffel, qui sont magnifiques, avec un bassin, des rocailles, etc. Et le chantier de la Tour Eiffel, qui était pourtant un très gros chantier, a fait bien attention de ne pas y toucher. Et là, on va y construire toutes sortes de bicoques et de machins et de commerces et de bureaux. C'est absurde. Alors, il faut avoir en tête que les Parisiens, tous les gens qui viennent ici, ils viennent d'abord pour avoir une sorte de plaisir, de se trouver dans un lieu qui est très beau. Et ça, il faut penser à ça. Et la perspective à laquelle beaucoup de gens travaillent à l'heure actuelle, c'est de créer ce qu'on appelle un PSMV ici, c'est-à-dire un secteur protégé exceptionnel qui permettrait de mieux comprendre et de mieux protéger l'ensemble du site et du Champ de Mars avec tous ces éléments historiques, l'arbre qui date de Napoléon, les bassins qui datent de 1878, la Tour Eiffel qui est venue après, et puis derrière vous, ces magnifiques immeubles de la Belle Époque qui sont parmi les plus beaux de Paris. Et donc, vous voyez, les arbres, c'est une préoccupation qui nous prend aux tripes, mais au-delà, il y a des perspectives qu'il faut avoir en tête et dans lesquelles il faut absolument s'inscrire. Merci beaucoup. Donner la parole à Monsieur Dizarny, pour les amis du Champ de Mars. Voilà, beaucoup de choses ont été dites, donc je ne vais pas être très long. Je voulais simplement dire que nous avons signé la pétition aux côtés de France Nature Environnement et qu'il est dommage quand même que, je suis très content que c'est marché aussi bien. En même temps, je suis un peu déçu que les réactions de la ville de Paris interviennent seulement maintenant. Je voudrais quand même rappeler, je veux dire que le 10 mars 2021, il y a eu, je veux dire, un avis de l'autorité environnementale où il était déjà indiqué à ce moment-là qu'il fallait trouver une recommandation et trouver des solutions de substitution. Et comme par hasard, c'est maintenant effectivement que des assurances nous sont données. Mais je vais dire que ces assurances, je n'y crois qu'à moitié. Et les chiffres ne sont pas cohérents. On parle tout le temps de cet arbre, mais il y en a des quantités autres. Et je pense qu'il faut rester mobilisé. Nous allons, je veux dire, faire un recours. Nous espérons le faire avec le maximum d'intervenants, aussi bien des associations que des personnes qui ont intérêt, je veux dire, pour agir.
parce que nous avons, je veux dire, une confiance limitée sur les suites qui seront données. Voilà. On ne peut oublier que ici, là, ce site est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ça aussi, c'est important de le dire. Alors, donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Nous allons, donc, Muriel Pivard, s'il vous plaît, pour la cofondatrice de l'association Les 150, qui représente la Convention citoyenne pour le climat. Merci Thomas. Bonjour à toutes. Je vais lire ce que j'ai écrit pour faire au plus court. Merci. Donc bonjour et tout d'abord merci à vous toutes et à vous toutes, à vous tous et à vous toutes d'être ici pour défendre ce sujet qui doit l'être. Des spécimens qui s'avèrent être indispensables à notre qualité de vie, à notre culture, voire à notre bien-être et notre histoire. La Tour Eiffel n'est pas que la Tour Eiffel. Ce champ de Mars, ces arbres centenaires, bicentenaires ou pas, ou encore si minime soit-il, parce qu'il y en a d'autres arbres, pas que celui-ci. Tout ça, ça forme un tout indissociable. Alors qu'ils soient remarquables ou plus modestes, ils sont avant tout essentiels. Il est donc heureux de constater qu'il est possible aujourd'hui d'être réunis et nombreux au cœur d'un objectif commun qui est de protéger ces spécimens et ce site unique. Toutefois, je vais interpeller les élus de la mairie de Paris, toute étiquette confondue. Il est souhaitable et attendu que tous ces sujets, ne serait-ce que celui-ci aujourd'hui de sauver ces platanes remarquables et autres espèces de ce site, ce sujet ou d'autres similaires, devrait être abordé en amont et en concertation avec la population, les riverains, les associations et les élus bien sûr qui sont légitimes. Et non pas en fin d'un parcours décisionnaire, voire a posteriori d'un vote de projet d'élus qui certes, je le répète, c'est important, sont légitimes, mais bien en amont avec une concertation spécifique via des comités de quartier. Des riverains sont là, présents aujourd'hui, qui n'ont pas été consultés. Et ces comités, pas assez a priori ou pas du tout, des riverains sont là pour le dire, pour le confirmer. Et donc ces comités, s'il en existe encore, consultez-les, mesdames et messieurs les élus. Dans des régions, en province, en Île-de-France, il y a des concertations, des conventions citoyennes qui sont mises en place. Cette forme de démocratie participative doit être utilisée le plus possible. Faites confiance, mesdames et messieurs les élus, à l'intelligence collective. C'est fédérateur, c'est porteur de résultats. Je me suis battue pendant cette convention citoyenne pour les arbres en général, les espaces forestiers en général et minimiser l'artificialisation des sols en France. Aujourd'hui, on est là pour des arbres qui nous interpellent tous sur un site unique au monde. Mais personnellement, je suis contre les coupes rases abusives en France, sauf si c'est un cas, par exemple, de maladie, un problème sanitaire avéré. En France, il y a un gros problème sur la déforestation qui est tue, malgré des associations telles que Canopée ou autres qui se battent au quotidien pour défendre tout espace forestier en danger en France. Nous sommes là aujourd'hui pour ce site, mais il n'y a pas que celui-ci. Voilà, bon courage à tous et merci. Je pense que ceux qui suivent les actions du GNSA savent qu'on est aussi très présent sur tout le territoire national. Rejoignez les associations, s'il vous plaît, environnementales. Donnez un tout petit peu de votre temps. Parfois, plutôt que d'aller s'abrutir devant des séries télévisées, je suis désolé de le dire comme ça, mais s'il vous plaît, donnez un petit peu de temps parce que c'est l'avenir de nos enfants qui est en jeu. Merci. Je laisserai le mot de la fin au coprésident du GNSA, Alexis Boniface, qui travaille pour l'Île-de-France, qui va nous donner quelques détails de quand même des carnages qui sont un petit peu faits dans le coin, et Marika Arrigui. Voilà. Merci. Oui, merci à tous. Ce que je voulais dire en complément de ce qui a déjà été dit concernant le Champ de Mars, c'est qu'on se réjouit évidemment que la mairie de Paris ait parlé de concertation, mais il y a déjà une concertation publique concernant ce projet et le projet a été rejeté à 90%. Donc ça aurait été bien qu'à l'époque, la mairie de Paris tienne compte de cet avis de la population. Ensuite, sur 6 000 avis déposés, ce qu'on regrette aussi souvent à Paris, c'est que la mairie a tendance à laisser à l'abandon certains sites
Et une fois qu'ils sont laissés à l'abandon, elle annonce qu'il faut faire un projet. En général, ce sont des projets faramineux avec des coûts très élevés, alors que la mairie de Paris, je le rappelle, est surendettée. Et ça serait mieux qu'elle entretienne les sites existants plutôt que de reprendre à zéro des sites qui ont déjà de nombreux atouts. Merci. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que le GNSA s'est constitué assez récemment, mais fait parler de lui dans la France entière, parce que tous les jours, on est alerté sur les réseaux sociaux, on reçoit un nombre incalculable d'alertes. Donc là, évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, on parle de ces arbres parce qu'il y a eu un énorme coup de projecteur sur ces arbres du Champ de Mars, mais malheureusement, la France entière est touchée. À Paris aussi, il y a des projets un peu partout qui abattent des arbres anciens en bonne santé. Je rappelle que 76 arbres, des platanes et des micocouliers ont été abattus à Porte de Montreuil il y a une dizaine de jours. 192 au total doivent être abattus pour réaménager cette place. À chaque fois que la mairie de Paris entreprend des grands travaux, elle abat des arbres anciens en bonne santé. Il y a de nombreux arbres encore qui doivent être abattus à Paris. Je peux citer des exemples, j'en aurais des dizaines et des dizaines. On peut parler de deux arbres rue Alfred Bruneau pour un projet immobilier à Paris dans le 16e arrondissement. On peut parler des arbres de l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul. Certains ont été abattus, d'autres doivent être encore abattus pour bétonner ce site. On peut également penser au magnifique monastère de la Visitation situé entre la rue de Vaugirard et la rue du Cherche-Midi à Paris, dans le 6e arrondissement. Une vingtaine d'arbres doivent également être abattus. On peut penser aussi à l'école Erlanger à Paris 16e. Heureusement, les habitants ont fait un recours et la justice leur a donné raison, mais il n'est pas exclu que... Ah, excuse-moi, alors Christine me rectifiera, excusez-moi, on a tellement de dossiers qu'il peut arriver, effectivement, qu'on se trompe. Du coup, je vais passer à l'Île-de-France. Vous citez quelques exemples. 192 arbres menacés sur la RD 910 entre Chaville et Sèvres pour aménager cette voie. Sur la RD 7, il y a 1 millier d'arbres, des arbres anciens magnifiques avec des dizaines d'essences variées qui sont menacées pour réaménager cette voie de circulation. On a également beaucoup de sites qui doivent être bétonnés, des sites de pleine terre magnifiques. Je pense aux terres fertiles du Triangle de Gonesse, à Saclay. Je pense également au Bois des Aulnay à Taverny pour une piscine pour les Jeux Olympiques, une piscine d'entraînement olympique. Je pense également des 600 platanes sur la N20. Je pense aussi évidemment aux arbres de la magnifique cité jardin de la Butte Rouge à Châtenay-Malabry qui est livrée à la promotion immobilière. Je pense aux 45 platanes qui à Meaux doivent être abattus pour reconstruire un parking souterrain. Je pense aux 38 arbres menacés à Herblay. Je pense aux abattages du bois de Vincennes qui se multiplient pour des raisons assez discutables. Je pense aussi à la cinquantaine d'arbres menacés dans le cadre de la rénovation du lycée Chériou de Vitry-sur-Seine. Je pense aux 88 tilleuls d'alignement qui ont été abattus à Marolles-en-Brie il n'y a pas longtemps. On a fait une vidéo sur place. Voilà, donc là c'est une centaine de platanes aussi menacés à Colombes. Donc voilà, c'est rien que pour l'Île-de-France, mais je déjà parle beaucoup, je suis assez bavard. Donc je vais m'arrêter, mais je pourrais encore vous parler pendant, je pense, malheureusement très longtemps des menaces qui pèsent sur les arbres en Île-de-France. Voilà, donc je vais laisser la parole à Marika pour conclure et merci encore à vous et aux médias d'être présents. Bonsoir, donc Marie-Catherine Arrigui, coprésidente du GNSA, Groupe National de Surveillance des Arbres. Donc voilà, je serai la dernière intervenante de cette conférence de presse et donc je vais en profiter pour lancer une alerte générale sur la situation des arbres urbains. Voilà, là nous sommes sur un espace qui est particulièrement symbolique quand sur le Champ de Mars, donc, qui est un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO, on peut envisager d'abattre ou d'endommager des arbres qui sont adultes, sains, qui sont appréciés de tous et de tous, de toutes et de tous, pardon. Je pense vraiment que là on atteint un point limite, un seuil limite de déconsidération du patrimoine vivant. Voilà, les arbres, c'est un patrimoine vivant. Et ce patrimoine-là, ce patrimoine vivant de nos villes, est en extrême danger partout, dans tous nos territoires, que cela soit de la Corse jusqu'aux Hauts-de-France. Alexis, ici même, l'a illustré pour l'Île-de-France, et encore, il en a oublié. Donc, il est pourtant, réellement, il est de notoriété publique désormais que les arbres, en plus de constituer un patrimoine, sont un levier essentiel pour la santé publique, pour la sauvegarde de la biodiversité.
et tout simplement pour le climat, voilà, pour la qualité de l'air. Donc tout ça, c'est de notoriété publique. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, nous en profitons à ce jour, face à ce constat, pour appeler, prendre ces arbres à témoin, et vous ici même, pour appeler à renforcer la législation de toute urgence, la législation pour la protection des arbres urbains. Voilà, je vous remercie. Merci à toutes et à tous. Merci. Philippe de SOS Paris va rajouter un mot concernant le mobilier urbain. Et après, on aura terminé. Un dernier mot que j'ai oublié tout à l'heure. Dans ce projet, dans la présentation du projet, c'est pas très clair ce qui s'explique, mais le mobilier urbain du parc est lui aussi en danger. C'est un parc de la Belle Époque et qui a un mobilier de la Belle Époque. Ce mobilier qui est dans un verre anglais pour se fondre dans la nature, qui est gracieux, qui est élégant et qui est bien pensé. Eh bien, dans les permis, aujourd'hui, on semble découvrir qu'ils veulent détruire une partie de ce mobilier. Là, derrière nous, on voit des bancs modernes, je ne parle pas de ça, mais plus loin, il y a des bancs de la Belle Époque qui sont autrement plus gracieux que cela. Il y a des guérites, il y a des petits kiosques mignons, pas comme les gros kiosques marrons qui veulent faire à la place. Il y a des abris de pluie, il y a tout un tas de choses. Il y a les vases Médicis qui sont complètement en ruine au milieu du parc. Ça, c'est pas clair du tout. Apparemment, ils vont en virer une bonne partie pour faire ce qu'ils font la plupart du temps, un mobilier qui n'a rien à voir. Donc c'est vraiment l'atmosphère du parc qui va complètement changer. Ce ne sera plus un parc qui aura le même aspect. Voilà. Voilà.